Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire Veto Network. Donc, aujourd'hui, on va parler du Veterinary Meeting Expo. Donc, je pense que vous m'entendez. Je vois certaines personnes qui font des coucous dans le chat, les habitués, on va dire. Donc, pour les nouveaux et les nouvelles, vous pouvez vous exprimer dans le chat. Vous pouvez poser des questions aussi. J'y mettrai également de temps à autre des liens pour illustrer le propos ou pour renforcer les choses par rapport à ce qui sera dit. Donc, vous étiez presque pas très loin des 200 inscrits pour ce webinaire. Alors, je sais que tout le monde ne vient pas toujours en live pour différentes occupations. Donc, il y aura le replay qui sera disponible dans quelques jours, comme d'habitude, sur la chaîne Veto Network. Vous recevrez également un petit email pour prévenir de ce replay. Donc, je suis Grégory Santaner, je suis vétérinaire de formation. J'ai plusieurs casquettes d'entrepreneur, mais la casquette principale aujourd'hui, en tout cas les casquettes principales, c'est Veto Network et Anycoon Vétérinaire. Donc pour Veto Network, c'est une activité de consultant sur tout ce qui est innovation en santé animale. Et puis Anycoon, donc après un certain nombre d'années de pratique, ce qui permet d'avoir un regard concret. Je suis désormais associé, mais que manager dans 2 cliniques près de Lorient. D'ailleurs, je suis dans une des salles de consulte pour ce midi. Quelques autres activités aussi, Dr Patoun, Solam, je vous laisserai creuser si vous voulez en savoir plus de ce côté-là. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, j'aurai une petite enquête à vous faire compléter. J'aime bien savoir qui est là en général. Vous êtes presque une cinquantaine là en live, donc juste pour avoir une idée du public et éventuellement un petit peu adapté. J'aime bien le fait qu'il y ait des ASV. Je peux rajouter étudiants aussi. Souvent, ça donne une petite idée de qui est là. On voit qu'il y a beaucoup de non-ASV, non-vétérinaires qui sont là, probablement par curiosité pour le sujet. Je laisse finir de compléter, ça laisse un petit peu le temps aux autres d'arriver. On va terminer et fermer l'enquête. Je vous invite également, donc je vous ai dit, ça sera disponible en replay. Si vous voulez trouver d'autres replays, vous pouvez, je vous remets ça dans le chat, aller sur la playlist des replays de webinaire. Donc, le dernier, c'était le CES, puisque vous allez voir, j'ai passé un petit peu de temps aux États-Unis en janvier. C'était la première fois que c'était autant. J'étais quand même content de rentrer en France. C'est un pays fascinant sous plein d'aspects, mais on est content quand même de pouvoir rentrer chez nous. Donc le dernier, c'était un retour du CES. Donc si vous voulez avoir une vision globale, avant d'avoir une vision plutôt veto avec ce VMX 2025, vous pouvez vous rendre sur ce replay. Également une autre chose, et je vois certains noms que j'ai croisés pendant le temps où j'étais aux États-Unis. Donc comme d'habitude, depuis plusieurs années, j'avais fait un groupe WhatsApp qui avait vocation à ne pas être pérenne, parce que je faisais ça à chaque fois. Et puis c'est vrai que là, à la fin de l'expérience, j'ai demandé aux membres du groupe, mais vous voulez qu'on fasse quoi? On ferme celui-là, puis j'en rouvrirai un prochain pour Vivatech ou pour un autre événement. Et finalement, la majorité a décidé de faire un groupe plutôt pérenne. Donc, pour ceux qui n'y sont pas et qui souhaitent y aller, il y a désormais, je mets pareil le lien, un groupe WhatsApp pérenne qui va permettre entre les événements, puisqu'en général, je vais au CES à Las Vegas, au VMX à Orlando, à Vivatech à Paris et au London Vet Show. Et cette année, il y aura même un bonus avec un séjour à Saint-Louis pour le sommet de l'innovation organisé par Nestlé Purina en mai. Donc, ça fera un événement bonus. Donc, n'hésitez pas si vous voulez des actualités entre ces événements et la couverture de ces événements à nous rejoindre. C'était une année un peu particulière, comme je vous l'ai dit, avec près de presque 3 semaines et demie aux États-Unis et avec une petite aventure que là aussi j'ai partagée. C'était pour vous mettre quelques photos, puisque j'ai décidé, comme j'avais le temps, de passer du CES de Las Vegas qui se finissait le 10 janvier pour rejoindre le VMX à Orlando qui débutait le 25, de profiter de ce temps pour faire des moyens de transport non classiques. Alors, le train, j'avais déjà fait pas mal aux États-Unis, donc, mais aussi le bus.
Si vous avez l'occasion, je vous recommande, c'est une expérience. Vous pouvez aussi aller, j'ai fait un épisode de podcast, spécial sur ça. Je vous mets également le lien, vous pouvez aller voir les podcasts et donc c'était voilà, si un jour vous avez l'occasion, alors le bus c'est clairement pas super confortable, mais par contre le train, ça reste toujours un moyen de déplacement que j'aime beaucoup aux États-Unis. Autre petit point, donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui sont ni des vétérinaires, ni des ASV. Je fais des retours personnalisés. Là, c'est un retour grand public avec quelques grandes tendances. Il y avait 735 exposants. J'ai pu assister à une 20-25 confs, donc ça permet de ramener pas mal d'informations. Donc, il m'arrive de faire, j'en ai déjà fait l'année passée, des retours personnalisés plutôt pour les entreprises de la santé animale. Donc, n'hésitez pas, vous avez mon email si vous voulez me contacter pour en discuter. J'en ai déjà quelques-uns prévus dans les semaines et mois qui viennent. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Déjà de ce VMX, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a quelques noms, ça fait plusieurs années que vous me suivez là-bas, donc vous n'apprendrez peut-être pas grand-chose. Et puis les tendances marquantes, alors c'est totalement subjectif, hein, c'est-à-dire que c'est ce que moi je vois avec le temps, ça s'affine aussi avec le nombre de fois où j'y vais, puisque là c'était la 5e fois. Les innovations de rupture, donc j'ai pas voulu faire un catalogue parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. J'ai sélectionné certains éléments je vous expliquerai pourquoi et j'essaierai d'être un peu dans le détail sur comment ça fonctionne. Des nouveaux produits disponibles, des nouveautés qui sont sorties, des choses qui vont peut-être arriver chez nous, alors qui sont sorties, qui sont parfois là depuis plusieurs années, mais qui ont des évolutions majeures. Et puis quelques points de conclusion avant de garder un peu d'espace pour vos questions. Donc les questions, n'hésitez pas, dans le chat, on les remontera après, par la suite. Donc l'objectif, c'est comme d'habitude, essayer de finir à 13h30 parce que je sais qu'il y en a qui ont des obligations, qui doivent retourner par exemple en consulte ou à l'accueil pour les vétos et ASV. Et donc après, voilà, moi, j'ai du temps, je peux rester s'il y en a qui veulent poursuivre, mais on essaiera de se tenir à ça. Pour entrer dans le vif du sujet et parler de ce VMX, voilà, c'est un peu, moi je dis toujours la VAC XXL parce que c'est vraiment ça. C'est un événement qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, enfin presque 40 ans. Ça a été un peu mouvementé au début, donc il se déroule en Floride. C'est assez accessible finalement par rapport à d'autres événements. C'est un congrès qui est pas cher. Si ça peut envoyer un message, 125 $ pour 5 jours avec autant de conférences et autant d'expositions, c'est plutôt bien de ce côté-là. Donc on peut se loger de manière raisonnable aussi aux environs du VMX, donc ça peut être une expérience, faut parler un peu anglais, voilà, ça c'est quand même un point clé, mais sinon pour le reste, ça peut être des paysans et une forme de Disneyland veto, puisqu'il y a beaucoup de parcs d'attraction aussi dans le coin. Donc c'est le plus grand congrès américain. Je ne sais pas trop, j'ai entendu parler d'un congrès à Mexico qui serait encore plus gros, donc peut-être pas le plus grand congrès du monde, mais le plus grand congrès américain. Vous voyez là sur la photo la taille de l'exposition commerciale avec 735 exposants. On est sur du voilà, 4 fois la VAC à peu près en termes de nombre d'exposants et en termes de taille, on est sur plutôt 10 fois. Il y a beaucoup d'espace. Il y a des très grandes allées. On a, là aussi, vous m'avez peut-être suivi, les fameuses voiturettes de golf qui nous emmènent d'un bout à l'autre pour faire le tour. Donc, on a aussi beaucoup de formations. Alors, moi, je vais plutôt à des conférences sociologiques, économiques, de tendances, d'innovation. Mais pour ceux qui veulent de la science vétérinaire médicale, c'est aussi un très beau congrès avec un programme extrêmement détaillé et un peu de frustration, c'est-à-dire qu'il y a tellement de confs dans tellement de salles qu'on peut se retrouver quand on fait son petit marché au début, on peut sélectionner d'avoir des conflits d'agenda avec parfois 3, 4, 5 confs toutes intéressantes au même moment. Donc, faut faire des choix. Il y a des proceedings qui sont aussi assez bien faits, toujours plus frustrant que la vraie conf en vrai, mais malgré tout, voilà, il y a un beau matériel pédagogique. C'est un lieu qui est sympa aussi. Bon, du soleil, je dirais normalement, là c'était la pire année, même eux disaient ça faisait des années et des années qu'il n'y avait pas eu un temps comme ça, il faisait pas très beau, grisou, c'était pas terrible, mais bon, ça n'empêchait pas une belle ambiance. Et puis moi, je dirais que ce qui me plaît le plus dans le BMX, c'est le saut dans le futur, quelque part, ou dans des possibles futurs. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe aux États-Unis vient chez nous ensuite en France, mais il y a une partie des tendances où souvent on suit, quoi. On dit souvent le vent vient de l'ouest, hein, et ça reste quand même globalement vrai.
C'est grand, c'est gros. Là, vous avez quelques photos du hall principal. Il a été annoncé, alors ils ont dit presque, donc je pense qu'ils n'ont pas atteint le chiffre, mais je pense que ça sera visé l'année prochaine, 30 000 participants. Donc là aussi, pour vous donner une idée, un AppVax, c'est à peu près 6 000 participants, tout compris. 82 pays représentés, donc voilà, c'est assez conséquent. Et donc fatalement, il y a des installations à l'échelle de ça. C'est toujours spectaculaire, même la 5e fois, ça reste spectaculaire. C'est spectaculaire aussi par l'ampleur de l'organisation. Voilà, comment dire, la conférence d'ouverture, il y avait plus de 10 000 personnes dans une très grande salle, avec des écrans géants, avec des caméras Luma, pour ceux qui connaissent un peu la technique, avec des caméras crues. Enfin, le président du NAVC a fait ça un peu en show à l'américaine. Ils savent parler au public, ils savent faire des blagues, ils invitent des stars, puisqu'il y avait Kevin Costner qui est venu témoigner, parler de, je dirais, son lien avec les animaux, les vétérinaires. Il y a plein d'animations, c'est très, très sympa, globalement. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire un petit tour. On va rentrer dans la partie probablement qui vous intéresse le plus. Ça permet à tout le monde de pouvoir arriver pour ceux qui étaient les plus en retard. Et je vous rappelle donc, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, si vous avez des questions, posez-les dans le chat. On y viendra ensemble après. Je vous rappelle aussi, j'avais dit qu'il y aurait des petits cadeaux. Donc, vous recevrez pour tous ceux qui sont inscrits à l'événement dans le mail qui parlera du replay, un lien qui vous emmènera vers un dossier où j'ai essayé de collecter tous les rapports, les éléments d'information économique sur les US, donc 7-8 rapports, je crois, qui sont tous assez intéressants. Là, je les relisais avant de les choisir pour les mettre, donc tous les corporate US aussi, ça permet de se faire une vision de ça. Donc, vous aurez ça dans le mail annonçant le replay. Et puis, il y aura je ferai un petit concours. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, peut-être quand j'arriverai sur la fin, avec un petit tirage au sort. J'ai des comptes LinkedIn Premium à offrir. Donc, je vais en offrir un à ceux qui seront intéressés. On fera un petit sondage pour collecter ceux qui veulent participer au tirage au sort. Les tendances, la première tendance qui est marquante, c'est une économie qui marque le pas et où il se l'avoue ouvertement. C'est-à-dire que moi, j'avais assisté en 2017 à l'Université du Texas à un sommet sur l'innovation et on avait une présentation un peu macroéconomique où il y avait une jolie courbe qui montait en permanence depuis 30 ans et il nous disait ça monte depuis 30 ans le marché de la santé animale aux États-Unis, donc il n'y a pas de raison, ça va continuer à monter pendant les 10 ans qui viennent parce que c'est comme ça, c'est la tendance, ça n'a jamais été pris en défaut. Vous imaginez bien qu'il s'est passé des choses depuis, le Covid, le rebond, les problèmes divers et variés, en particulier de pénurie, ce qui fait qu'eux, ils ont cette tronche de marché là. C'est-à-dire, vous voyez que les courbes ont tendance à descendre. Ils ont la chance aussi aux États-Unis, nous on a un embryon de ça, si vous êtes lecteur de la dépêche vétérinaire, il y a tous les mois une espèce de courbe qui parle du marché basée sur les chiffres de l'INSEE. Alors c'est très frustre, eux ont des choses beaucoup plus pointues et précises, mais ils suivent ça vraiment comme le lait sur le feu. Et le lait, il ne chauffe pas trop en ce moment. Moins de visites d'une année à l'autre, moins 2,3%. Alors pour autant, un chiffre d'affaires global marché en croissance, mais qui est un trompe-l'œil, qui est juste le reflet de tarifs qui augmentent et de l'augmentation du prix des produits qui sont mis à la vente. Augmentation également donc, de difficultés de recrutement. Hein, donc, alors, je vois une question, c'est très bien, commencez à mettre vos questions et je les noterai au fur et à mesure. Donc, je disais pénurie de RH qui fait aussi qu'on se retrouve à avoir des charges de personnel qui sont en forte augmentation. Je reparlerai de leurs problématiques RH après. Et également, j'en avais parlé l'année dernière, si vous retournez voir sur la chaîne YouTube, le replay de l'année dernière, j'avais parlé aussi et c'est là que c'est intéressant d'avoir leurs chiffres, ils avaient mesuré même une baisse de productivité en post-Covid, c'est-à-dire qu'il y avait une telle forte modification des façons de travailler qu'il n'y avait jamais eu de retour à l'efficacité d'avant, également aussi parce que les personnes avaient vu une autre façon de travailler et que ça avait un peu changé la donne de ce côté-là. Donc, pas terrible de ce côté-là. Également, un autre marqueur qui est à prendre en compte, c'est le nombre de visites chiots-chatons
qui a baissé de 9% d'une année sur l'autre. Donc là aussi, un marqueur qui n'annonce pas des choses réjouissantes pour les années à venir. D'ailleurs, le scénario qu'ils craignent, c'est un scénario où les tendances actuelles se poursuivraient, il n'y aurait pas de correction. Et si ça se poursuit à horizon 2030, et 2030 c'est demain, on aurait ce genre de courbe, en fait, avec une baisse assez nette d'animaux pris en charge par clinique et, entre guillemets, une compensation via une augmentation des dépenses par animaux. Donc une espèce de médecine vétérinaire à multiples vitesses, avec des gens qui pourraient prendre en charge leur animal, y compris avec des coûts de plus en plus augmentés, mais par contre, moins d'animaux pris en charge. C'est une bonne question, Vincent, sur le nombre d'équivalents temps plein par practice. Je te renverrai ça après parce que là, je ne l'ai pas par cœur. Donc, l'idée, donc voilà, ils font le constat et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ils ont plusieurs entités comme VetSource, ils ont aussi le Veterinary Management Group avec carrément, en fait, ce qu'ils appellent des économistes de la profession. C'est-à-dire, c'est des gens, leur boulot, et c'est pas des vétos, en fait, la plupart du temps, c'est plutôt des doctorants en économie, en fait, voilà. Et leur sujet, c'est l'économie de la santé animale aux États-Unis. C'est vraiment ultra précieux d'avoir ces gens-là et d'avoir des métriques parce que ça permet de savoir où on va et quand on a ce genre de courbe qui n'est pas souhaité par la profession, qu'est-ce qu'on corrige et comment on fait pour corriger. Alors justement, je vais vous montrer les pistes qu'ils ont. Il y a plusieurs pistes pour faire face à ça. Hein. Ça, c'est peut-être la slide qui m'a le plus choqué de tout le VMX où j'ai fait ah ouais, quand même, on n'est pas dans le même monde. J'en parlais avec une de mes ASV hier où je lui disais alors devine, c'est quoi le chiffre de reçu par une assurance, la plus grosse facture par une assurance. Et timidement, elle m'a dit 5 000 euros et je lui ai dit il manque un zéro en fait. Donc là, vous avez sur cette slide une conférence très intéressante sur l'assurance santé animale. Le cas reçu par une assurance en 2023 avec la plus grosse facture. Chez un chien, c'était un lymphome, la prise en charge globale d'un lymphome chez un golden, 51 000 $. Et chez un chat, c'était carrément une hernie discale, donc 59 000 $. Donc vous voyez alors on pourrait se dire c'est la facture du siècle. Quand vous allez voir sur le site de la NAPHIA, qui est l'association des assureurs là-bas, en fait, il n'y en a pas 15 000, mais c'est en haut du podium, mais au-dessus de 20 000 $, il y en a beaucoup, en fait, voilà, des factures comme ça. L'assurance, justement, on pourrait se dire et avoir cette fausse image, c'est pour ça que je voulais en parler, ils sont tous assurés là-bas. En fait, non, ils ne sont pas plus assurés que chez nous, voire même un peu moins. Pourquoi? C'était intéressant, j'étais dans une salle et il y a une table ronde et ça s'est un peu chauffé sur ce sujet-là, où en fait, il y avait des assureurs qui disaient, voilà, on est une des solutions, et il y avait des gens dans la salle qui disaient de manière assez cash, voilà, vu comment les assurances santé humaines et même certaines animales se comportent, à volontairement radier les clients ou à refuser de les rembourser ou à avoir des politiques de refus comme ça ou de minoration des remboursements de manière presque systématique, on est très méfiant à proposer de l'assurance santé animale à nos clients. Donc on a un peu cette défiance vis-à-vis de l'assurance là-bas, ce qui fait que ça n'aide pas. Et puis culturellement, c'est un pays qui est plus tourné vers le crédit. Un autre chiffre qui m'a marqué, et qui explique aussi leur crainte de ne pas pouvoir servir, comment dire, une grande partie du public, c'est que 50% des foyers US, quand on fait un sondage, disent ne pas avoir 1 000 $ à mettre pour une urgence vétérinaire, là, tout de suite, maintenant. Bon, 1 000 $, vu leur tarif, en gros, c'est votre animal est vu en urgence un soir, il y aura 1 000 $ de dépensés de manière globale, quoi. Donc, je vois une petite remarque de Claude Cochard qui parle d'un chat star à Hollywood. Alors en fait, c'est Hollywood en Floride, mais c'est vrai que le premier réflexe, je me suis dit, c'est le chat d'une star, mais non, c'est juste un chat qui a été super bien pris en charge par des. Alors bien sûr, hein, pour arriver à des factures comme ça, c'est des équipes hyper spécialisées, c'est des stars, des pointures, des techniques de pointe. Voilà, mais malgré tout, ça, même nous, quand on se met dans ce contexte-là, on n'arrive probablement pas à ce genre de somme, quoi. La pénurie RH qui explique aussi les difficultés des cliniques avec le fait de monter les tarifs aussi pour sélectionner les clients parce qu'ils en ont trop, ça aboutit à des choses là aussi spectaculaires.
Il y avait un stand par un exposant qui s'appelle Roux, en fait. Et Roux, c'est le spécialiste de l'intérim vétérinaire là-bas. En fait, c'est un des spécialistes de ce qu'ils appellent le relief. Le relief, ça veut dire en gros, tu n'en peux vraiment plus, il faut vraiment que tu partes une semaine en vacances, on va te trouver quelqu'un pour te remplacer ou pour remplacer le vétérinaire qui te manque. Et donc, fatalement, ce qui est rare est cher. Et donc, l'année dernière, dans le meilleur vétérinaire chez Roux a gagné 400 000 $ dans l'année de revenus. Alors, je n'ai pas les détails, mais je pense que c'est avant impôts et taxes diverses et variées, mais malgré tout, en brut, si on essaie de se comparer, je ne crois pas que ça existe trop par chez nous. Donc, comment ça se passe? En fait, voilà, il y a des vétérinaires qui font ça à temps plein pour certains, sont envoyés à droite, à gauche par cette entreprise-là. C'est des choses qui ont essayé d'être tentées un peu chez nous à certaines époques, des structures d'intérim vétérinaire, mais qui n'ont jamais émergé. Là-bas, il y a plusieurs entités qui se débrouillent assez bien pour faire ça et qui envoient des vétérinaires et des ASV d'ailleurs. C'est valable aussi pour les ASV aux quatre coins. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire de voir ça. En général, ça aboutit à des salaires bruts de 1 500 $ par jour de travail pour faire ce genre de choses, en étant bien sûr nourri, logé. Voilà, il n'y a pas d'autres frais. Donc, je continue sur les solutions. Donc, ils ont ces problèmes de pénurie, ces problèmes d'économie. Il y a beaucoup de solutions technologiques qui sont présentées comme étant une piste. Oui, tout à fait, Ludmilla, merci pour la remarque. J'avais vu ça qu'en Belgique, il y avait Vétoxygène pour les remplats véto avec cette même idée que Roux. Donc, je reviens à la technologie qui est vue comme une piste d'amélioration parce que oui, un point que j'ai oublié qui est quand même important, j'en avais parlé l'année dernière, c'était que là, autant nous, on nous promet là dans la presse que la pénurie, on a un peu passé le plus dur et que d'ici 2030, peut-être même on basculerait un peu dans une sorte de trop, plein de vétos, autant eux, malheureusement, leurs chiffres à 2030 sont pas bons avec comment dire, un déficit de veto d'à peu près 10% de leur population globale, même un petit peu plus, puisqu'ils annoncent un déficit à 2030 de 17 000 vétos, alors qu'ils sont à peu près 150 000 pour simplifier un peu. Donc, eux, ce qu'ils ont fait pour essayer de corriger ça, c'est ils sont en train de construire des nouvelles écoles, et pas qu'un peu en fait. De mémoire, il y a à peu près une trentaine d'écoles là-bas. Ils parlent d'une dizaine d'écoles qui seraient en cours de construction, accréditation pour tout de suite mettre plus de veto. Alors peut-être qu'après, ils en auront trop aussi parce qu'il y a des effets comment dire, d'inertie sur ces phénomènes-là. Et ils ont aussi, dans certains États, il y a un État en particulier où cette expérimentation qui fait très débat là-bas, c'est un espèce de diplôme intermédiaire entre technicien vétérinaire et vétérinaire pour avoir de la main-d'œuvre rapidement. Ça fait des gros débats parce que quelque part, c'est aussi une potentielle attaque vis-à-vis du diplôme de vétérinaire qui pourrait poser problème par la suite. Donc la technologie, comment ils voient ça, eux, en fait, c'est le gain de temps. Tout le temps qu'on peut gagner, c'est du temps qui peut être utilisé par un vétérinaire. Par exemple, les fameux scribes IA qui prennent des notes en cours de consultation. Voilà, comment eux, ils raisonnent ça, c'est qu'un scribe IA va faire gagner environ 1h30 par jour, ça se tient. 1h30 par jour, c'est à peu près 5 consultations que je peux prendre en plus. Alors eux, voilà, il y a aussi ça, la technologie, c'est un outil, ça dépend comment on s'en sert. Eux, ils voient plutôt ça pour comment faire plus d'argent, donc en remplaçant le temps gagné par du temps pour accueillir des gens, et aussi dans cette optique-là de ne pas avoir cette baisse d'animaux pris en charge qui est fait comme ça. Donc, ouais, j'avais entendu parler de ça, Sophie, de métiers intermédiaires. Donc voilà, les scribia qui peuvent être une solution. Et puis, il y a en radiologie, en cytologie, qui fait gagner du temps sur le diagnostic avec différents appareils, dont certains, j'en reparlerai ou j'en ai déjà parlé. La télémédecine aussi, donc c'est pas encore la folie, mais on sent que ça aide, et en particulier pour tout ce qui est triage. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la moindre urgence, ça va monter très très haut en facture. Donc c'est beaucoup plus commode pour un propriétaire d'animal de compagnie d'avoir une téléconsultation qui déblaye un peu le sujet et qui fait, voilà, qui coûte peut-être 50 $, parfois un peu moins, parfois même encore moins quand c'est inclus dans différents abonnements, et qui permet en fait tout simplement d'éviter d'en dépenser 1000 pour rien en fait. Alors après, si la téléconsulte dit il faut y aller, au moins ils y vont en connaissance de cause, mais
Et ça, c'est comme ça que voient les choses pour la technologie qui peut les aider par rapport à cette problématique de marché qui ne va pas dans le sens qu'ils souhaitent. Ouais. Les autres solutions, c'est le Spectrum of Care. Le Spectrum of Care, j'en ai déjà parlé l'année dernière, ça avait été un peu une découverte pour moi, en tout cas dans l'appellation du concept et dans son importance là-bas. Et je dirais que cette année, il a encore eu plus d'importance avec une dizaine de conférences spécifiquement sur le sujet et d'autres conférences où, en fait, ça a été évoqué plus explicitement. Cette conférence-là, d'où est issue la slide que je montre, était extrêmement intéressante. C'était Emily Tincher, qui est la vétérinaire en chef de Nationwide, qui est une compagnie d'assurance, qui présentait ça sous un angle scientifique. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que la plupart du temps, Spectrum of Care, c'est quoi? C'est les options qu'on a, en fait, il y a l'option Gold Standard qui, la plupart du temps, coûte super cher avec des équipes qualifiées, une option médiane et puis une option dégradée qu'on pourrait même qualifier de très mauvaise médecine ou de médecine du passé ou de choses comme ça. Et eux, en fait, pendant longtemps, les Américains, ils ont été dans le Gold Standard, le Gold Standard, le Gold Standard, et éventuellement de l'intermédiaire, mais on ne parle même pas des solutions basiques parce qu'on considère que ça appartient à l'histoire, voire à la préhistoire de la profession. Et pour autant, dans certaines approches et dans certaines études qui sont faites, et là, cette slide-là, c'est sur un PIO, en fait, un piomètre, donc une infection de l'utérus sur un chien. Et en fait, il y a eu, on a la chance d'avoir des publications, elle a mis en lumière une publication de 2022 qui a analysé les 3 solutions possibles. Sachant que la basique, en fait, qui consiste en gros à un peu voir où on en est, mettre sous perf antiémétique et puis en gros prévoir plus tard une stérilisation, donnerait des résultats supérieurs à 95% de traitement, c'est-à-dire au même titre que la solution la plus avancée. Donc eux, c'est ça en fait qui voient comme solution, c'est de sortir de cette notion de on va proposer le meilleur et s'il n'y a pas le choix de ça, je n'ai pas d'autre solution, voire même pas mal d'euthanasie pour raisons économiques, ce qui est difficile à accepter à la fois en tant que vétérinaire, mais bien entendu pour les propriétaires. Donc on a ce spectrum of care avec la palette et ils ont beaucoup parlé cette année de la façon de le présenter. Il y avait une table ronde qui était super intéressante avec le recteur de l'Académie d'Ohio qui était là, qui expliquait que désormais, dès le premier pas dans l'école, ils sont sensibilisés à fond à ça au niveau des étudiants, à la fois sur le concept, en leur disant, OK, vous allez apprendre des trucs super académiques, mais n'oubliez pas que il n'y a pas que ça et qu'il faut être capable d'être souple et de proposer un éventail de solutions et également dans la façon de le communiquer, c'est-à-dire mettre l'empathie nécessaire, éviter de juger le propriétaire s'il n'est pas capable je dirais de s'acheter ou de fournir à son animal le top du top. Donc il y a vraiment un gros travail là-dessus pour quelque part éviter qu'il y ait cette fuite de clients qui continue. Donc ils ont voilà, plusieurs solutions technologiques, mais aussi dans la façon de procéder. Et puis bien sûr, essayer d'avoir plus de vétérinaires pour gérer les soins. Je reprendrai toutes les questions après, mais c'est bien. Continuez à les poser. Le dernier point dont je voulais vous parler en tendance, et après on passera à des solutions plus concrètes, c'est chinois en fait. Donc ceux qui ont assisté à mon retour du London Vet Show ont déjà noté une slide qui ressemble à ça. Là, j'ai juste eu à changer les photos et quelques mentions, mais c'est extrêmement spectaculaire. Peut-être il y en avait un ou deux l'année dernière, mais je ne les ai pas vus. Et là, cette année, il y en avait partout des stands chinois, une trentaine. Après, j'ai arrêté de compter, mais je dirais entre 30 et 40 sur plus de 700 exposants, alors qu'ils étaient absents. La volonté de se crédibiliser avec des mentions locales, fabriquées au Canada, siège social aux États-Unis, enfin voilà. Mais la même chose, du petit matériel, des analyseurs, des gros matériels aussi, jusqu'à IRM scan ou des choses comme ça, est très présente. Donc, c'est quasi sûr maintenant entre Londres et les États-Unis qu'il y a un programme d'État en Chine qui a dû dire allez, on va attaquer le marché de la santé animale. Donc, je suis très curieux de voir l'AVVAC. Est-ce qu'on va avoir des exposants de ce type à l'AVVAC? Et puis, bien sûr, là où je suis curieux, c'est de voir les premiers qui vont utiliser ce type de matériel. Est-ce qu'il y a le genre de choses? Alors, effectivement, avec ce qui se passe au niveau politique aux États-Unis, peut-être que ça va se calmer, mais en tout cas,
eux, ils ont réussi à rentrer au moment où c'était encore possible. On verra, rendez-vous l'année prochaine pour le VMX 2026 pour voir si les exposants chinois seront toujours présents. Mais voilà, je voulais vous en reparler parce que c'est très notable et au niveau macro de notre univers de la santé animale, c'est peut-être le mouvement le plus majeur de cette année et à suivre par les impacts qu'il pourra avoir par chez nous. Je vais en venir à des innovations concrètes, donc des innovations moi, que j'appelle de rupture. Et je dirais que la chose qui m'a le plus fasciné, parce que c'est, enfin, voilà, je reste médecin malgré tout dans un coin de ma tête, euh, c'est ce qu'a proposé IDEX avec ce qu'ils appellent le cancer des X. Donc l'idée générale, c'est d'avoir isolé des biomarqueurs spécifiques du lymphome canin, donc c'est par ce cancer-là, et comment dire, d'avoir la capacité, avec une sensibilité 74% et une spécificité de 99%, donc c'est pas rien scientifiquement, de dépister le lymphome canin plusieurs semaines à plusieurs mois avant son expression clinique, via une simple prise de sang, et avec des résultats assez rapides en 2 à 3 jours. Donc ça change vraiment la donne parce que ça veut dire que souvent, on se retrouvait devant quelque chose de frustre au départ, médicalement. Parfois, on pouvait patauger un peu et on arrivait souvent sur des phases où c'était déjà avancé, en fait, hein, voilà, sur ce genre de cancer canin. Là, voilà, la possibilité de dépister ça alors que c'est encore au stade subclinique, quelque part, c'est vraiment intéressant. Ça change aussi la façon de faire des screenings et des bilans, quelque part. Là, ce qu'ils expliquaient eux, alors bien sûr, Dex prêche pour sa paroisse, hein, on va dire, on peut comprendre, mais c'est que dès 8 ans, ce screening de cancer pouvait être appliqué à toutes les races et même sur certaines races à risque. Le fait de pouvoir l'appliquer dès 4-5 ans avait du sens pour pouvoir dépister précocement. Avec, vous voyez, le schéma, hein, on balance ce screening même si l'animal n'a rien, puisque c'est le principe de dépister en amont. Si c'est positif, bah, vu la spécificité, on va vraiment chercher, chercher, chercher. On trouve rien, on refait en fait le même screening 4 à 8 semaines plus tard pour voir ce qui sort. Et voilà, si c'est normal, c'est qu'on est peut-être passé à côté, mais il faudra suivre ça tous les ans. Et puis si c'est oui, bon voilà, on va vraiment aller chercher beaucoup plus précisément ce lymphome canin. Ce cancer des X a vocation, d'où son nom un peu générique, à ensuite incorporer d'autres biomarqueurs spécifiques d'autres types de cancers. Donc ça veut dire qu'on va vers une médecine, ou en tout cas chez le chien et probablement chez le chat après, j'en parlais avec une consoeur qui m'avait fait un commentaire, vers quelque chose où voilà, on va dépister ces cancers avant qu'ils arrivent, donc on va pouvoir avoir une efficacité médicale beaucoup plus nette de ce côté-là. Donc ça, ouais, IDEX a fait fort avec ça, un temps d'avance sur ce point et vraiment très intéressant médicalement. L'autre chose que j'ai vue, c'était au cercle des startups et j'ai appris un mot que je ne connaissais pas. J'adore ça, apprendre des nouveaux mots médicaux. Cryoablation. Euh, donc, je vous avoue, au début, je suis passé devant ça, j'ai fait c'est bon, c'est encore un stylo avec un peu d'azote pour brûler des verrues. J'ai regardé distraitement. Puis, bien sûr, après, j'ai regardé un peu plus attentivement. Et là, c'est pour éliminer, on va dire, des masses non cancéreuses. Donc, ça s'insère plutôt dans un schéma de diagnostic où on va ponctionner la masse pour en savoir plus. Et s'il s'agit d'une masse non cancéreuse, on va pouvoir insérer une aiguille qui va diffuser du froid, en fait, de manière assez intense, au sein de la masse, avec quelque chose qui peut atteindre à peu près, qui peut cryogéniser la taille d'un petit œuf Kinder, on va dire, si vous voulez avoir à peu près la taille, et qui va ensuite détruire comme ça la masse et faire en sorte que ça revienne à la normale. Ce sont des cours qu'on pouvait aller voir sur leur site. Ah oui, oui, il y aura un replay. Vous pouvez aller voir sur leur site, c'est Kubanda Cryothérapie. Ils ont fini prix du public au concours de pitch des startups. Et c'est vraiment intéressant à suivre
et à utiliser. Merci pour ceux qui mettent des refs, ça enrichit la conf, c'est super de faire ça. Merci Tanit. Donc voilà, la cryoablation, très intéressant à suivre. Ça peut changer la donne sur la façon de prendre en charge des masses. En particulier, je pense à des animaux un peu vieillissants ou à risque anesthésique. Voilà. Donc à suivre. Il faudra voir comment il se développe parce que ça reste une petite entreprise pour l'instant. J'ai trouvé ça innovant et prometteur. Mirovet, donc qui est également pas tout à fait une innovation parce que les capsules d'endoscopie qui prennent des photos, c'est pas quelque chose de totalement nouveau. Là, le dispositif, j'ai trouvé intéressant avec cette espèce de gilet que j'avais pas vu sur des précédentes capsules qui va permettre de prendre jusqu'à 80 000 photos pendant l'intégralité du trajet. Et surtout, bien sûr, ce genre de. Parce que voilà, j'ai été discuter avec eux, ils commençaient à me dire 80 000 photos. Moi, je ne sais pas analyser 80 000 photos. Et donc, bien entendu, en cours d'entraînement avec de l'intelligence artificielle pour pouvoir, sur ces 80 000 photos, dépister des images anormales et pouvoir dire forte probabilité qu'il y ait tel type de problème à tel endroit. C'est aussi l'intérêt du gilet qui va faire un repérage un peu de où en est la capsule et donc la capacité à peut-être dans un second temps être plus interventionniste. Mais là, on a quelque chose de plus léger pour aller voir ça facilement. Les Coréens, encore, et vous allez voir, je dis encore parce que les suivants sont également des Coréens. Donc, Titicaire, c'est intéressant l'évolution. Titicaire, ils sont présents au CES, donc Consumer Electronics Show, depuis plus de 3 ans, je dirais. Ils viennent tous les ans avec ce système donc, qui était orienté extrêmement vers le propriétaire d'animaux de compagnie, le pet owner. Donc, c'est-à-dire, ils vendaient au CES le fait que vous êtes propriétaire d'un animal de compagnie. On va prendre en photo certaines parties de son corps, son œil, sa peau, ses dents, et on va vous faire du pré-diagnostic. Et ensuite, éventuellement, vous allez faire la télémédecine avec un vétérinaire là-bas. C'est culturellement admis chez eux de ne pas passer en première étape par nous, vétérinaires. Ça, c'est différent. Et donc, la Titicaire se présentait pour la première fois sur un salon professionnel vétérinaire au VMX avec vraiment une approche différente, d'où Titicaire Vet. Et il y a même le dirigeant qui m'a écrit en perso sur LinkedIn en disant, parce que j'avais mentionné dans un post LinkedIn en disant est-ce que vous pouvez plutôt mettre AI for Vets que Titicaire Vet parce que je pense qu'ils veulent se détacher de ce qu'ils faisaient avant. L'idée là, c'est d'utiliser leurs outils d'algorithme de dépistage pour faire du pré-diagnostic. Alors plutôt ils disent que les vétérinaires peuvent faire ça, mais ça peut être aussi des assistants vétérinaires. Donc, ils prendraient des photos et qui auraient déjà du pré-diagnostic par rapport aux vétos. Donc, ils ont des outils qui prennent des photos, qui font de l'analyse par IA et qui vont vous dire certaines pathologies. Ils ont aussi un outil qui est assez intéressant. Alors, je ne suis pas sûr de la maturité pour l'instant, mais intéressant à l'avenir. Je vais diffuser là aussi sur LinkedIn. Je vous mets d'ailleurs pour ceux qui veulent suivre, parce que c'est vrai que je diffuse souvent des choses au fil de l'eau sur ce post, sur ce profil LinkedIn. Ils avaient diffusé des caméras où, en fait, sur la vidéo, on était capable de suivre toutes les angulations des différents membres, ce qui faisait une capacité à repérer la posture chez le chien et chez le cheval, et donc à dépister précocement des troubles de la locomotion. Donc, très, très intéressant à suivre, Titicaire. Merci Steve, et enchanté de te revoir ici et bonne continuation à toi. Un dernier acteur coréen dont je voulais vous parler, rien de spectaculairement innovant, mais c'est un nouvel acteur qui se présente en tout cas en salon vétérinaire. Il était déjà présent au CES en radiologie numérique et analyse par IA de radiologie numérique. Donc les Coréens de Excalibur, donc qui est hébergé par SK Telecom, qui est un opérateur mobile important en Corée. Donc, ce que j'ai bien aimé dans leur solution, c'est la superposition. Il y a ça, hein, j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé lors de différents webinaires de l'IA et de l'IA pour l'imagerie radio. Parfois, c'est un peu troublant parce qu'il vous dit je vois ça et moi, je suis peut-être pas bon en radio, mais je me dis mais où en fait, où ça se passe. Alors, Radimal fait ça aussi, mais surtout, comment ça se construit. Et là, par exemple, pour le VHS, l'indice de Buchanan, c'est super intéressant parce que voilà, il vous compte les vertèbres en vous montrant où elles sont et donc en vous
je dirais, en vous expliquant pourquoi il a fait ce calcul-là et comment il l'a fait. Donc, je trouve ça pédagogiquement intéressant. Entraînement sur 1 million de clichés avec des partenariats avec des universités coréennes prestigieuses, des cliniques sur différents continents. Donc, c'est plutôt solide et sérieux comme souvent les Coréens. Les scribes, donc j'y reviens, j'en ai parlé sous l'aspect économique, là je reviens dessus sur l'aspect, comment dire, technologique. Il y en a plein, il y en a plus de 15, 20, au bout d'un moment pareil, j'ai arrêté de compter. Donc cette idée que le scribe, hein, pour ceux qui ne sont pas encore au fait de cette technologie, vous avez madame Michu qui rentre en consultation, vous lancez enregistrement, ça vous enregistre tout ce qui se discute, y compris les trucs qui n'ont rien à voir, et ça vous fait une note structurée, une soap note, ils appellent ça, donc qui va reprendre vraiment ce qu'on aurait un peu eu à présenter si on avait été étudiant encore en école, en disant voilà le contexte, pourquoi on vient me voir, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je propose comme traitement, enfin quelque chose d'assez carré, propre, net, à partir de tout ce qui aura été dit pendant peut-être une vingtaine de minutes, et juste en un clic de souris pratiquement. Donc c'est super, ça marche bien, hein, globalement. Ça marche bien en anglais, ça marche bien en français, les toutes premières choses que j'ai pu voir. Je dois faire des tests là, dans les semaines qui viennent, mais, c'est un grand mais, ça, on est aux États-Unis en fait. Et aux États-Unis, l'année dernière, quand il y avait les premiers qui étaient arrivés, je leur avais tout de suite posé la question, mais ça se passe comment légalement chez vous? Et chez eux, en fait, comme souvent, c'est très simple, bah, ça se passe en fait. C'est-à-dire que il y a une petite affiche à l'entrée qui dit vous êtes enregistré, ça file tout seul, voire même il y a certains États où on peut enregistrer même sans prévenir. Enfin, les États-Unis, sur ça, c'est différent de chez nous. Chez nous, j'ai commencé à potasser un peu et je pense que peut-être je ferai même un webinaire sur ça parce que je pense que c'est important de considérer ça parce que l'innovation, c'est bien et ça marche encore une fois technologiquement, mais on a un contexte chez nous qui fait qu'on peut plus facilement ou pas facilement utiliser. On ne peut pas enregistrer les gens à leur insu, donc c'est-à-dire lancer l'enregistrement en disant go et puis voilà, bah, c'est pas possible. Il y a de la prison et des amendes assez costauds, hein. C'est aussi des questions de RGPD, c'est-à-dire qu'on va enregistrer des données sur les gens. Qu'est-ce qu'on en fait? Là, on va les confier à un tiers. Comment ça se passe de ce côté-là? C'est également du droit du travail, c'est-à-dire que si c'est vous, le boss de la clinique ou la boss de la clinique enregistrée, bon, vous n'avez que de compte à rendre avec vous-même. Mais si vous mettez en place un Scribia et que tout votre personnel l'utilise, ça veut dire que vos employés sont enregistrés et qu'ils sont OK pour ça. Il y a également des choses à considérer du côté de la CNIL, qui aime bien mettre des choses. Donc, elle parle pour l'enregistrement des réunions. Et je pense que ça rentre dans ce cadre-là, d'information, de consentement, de proportionnalité et de protection des données. Bon, information, on se doute bien, vous allez potentiellement être enregistré. Consentement, est-ce que vous êtes d'accord pour être enregistré? Et également, bah, dès les premiers messages comment dire, d'enregistrement, vous avez dit que vous étiez d'accord, est-ce que vous pouvez le répéter? Et puis, il y a la notion de proportionnalité et protection des données qui est assez intéressante, en particulier la proportionnalité, et selon l'interprétation de la CNIL, si le but d'enregistrer est de faire un rapport, ça signifie qu'une fois que le rapport est édité, il ne faut pas conserver les données. Donc ça veut dire que, voilà, les Américains, eux, ils se moquent de tout ça, ils font leur truc, ça marche technologiquement, donc ils déploient. Chez nous, nos premiers acteurs identifiés, je pense à HVC Premium, peut-être que tu es là Mathieu, ou à VetTalker, peut-être que tu es à Hugo, bah, ça pose des questions. Donc attendez-vous à ce que je vienne vous poser ces questions, au moins à vous deux, et puis je sais qu'il y a d'autres solutions à venir dans les tuyaux, donc et on aura l'occasion de leur parler. Donc, ça marche technologiquement, ça va arriver chez nous, c'est sûr, ça peut rendre des grands services pour faire des comptes rendus de consultation nickel chrome, mais il y aura un petit contexte de mise en place à cadrer chez nous. Par rapport à chez nous, quelques produits que j'espère voir arriver, en particulier certains logiciels de compétition que j'ai pu voir, je pense à Digitech qui est mon chouchou. Pourquoi mon chouchou? Il est hyper rapide, il est en SaaS, donc voilà, sur n'importe quel, il n'y a pas de notion de logiciel rigide. Il y a de l'IA partout à l'intérieur, donc à la fois pour résumer les dossiers, pour faire des suggestions, pour analyser les données, et au final, ça devient un vrai petit assistant qui vous assiste tout au long des choses, que ce soit pour envoyer des documents, que ce soit pour faire un message simplifié à un client sur le résultat d'une analyse. Donc, il y a vraiment des gains de temps. Alors, logiciel de compétition, un peu des petites Ferrari, donc ça a le prix d'une Ferrari, et voilà, on se retrouve assez facilement à plusieurs centaines de dollars par mois, en
fait, et par poste ou par usager. Alors ça peut faire tomber de leur chaise tous les Français qui écoutent ça, mais quelque part, par rapport au gain de temps, à la commodité, ils s'y retrouvent, donc c'est des choses qui commencent à bien marcher. Autre point à surveiller, à suivre dans les mois qui viennent, le Nestlé qui monte le bout de son nez dans la PetTech, donc avec des outils qui étaient en préparation depuis quelques temps, mais là qui sortent publiquement avec un stand spécialement pour la gamme Petivity, ils appellent ça, donc avec un tracker pour chiens, localisation, activité, et une litière connectée pour chat, qui va en particulier peser le chat et monitorer la fréquence de miction et ce genre de choses. Donc, assez intéressant là aussi à suivre, parce que voilà, Nestlé, c'est pas un acteur anodin. Et à ce titre, d'ailleurs, ils font un symposium spécifique en mai sur ça à Saint-Louis aux États-Unis. Donc, j'y serai. Donc, je vous en dirai plus dans le groupe WhatsApp qui parlera de ça. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, si vous voulez intégrer le groupe, c'est dans le chat, je vous ai mis le petit lien. Comme je vois que certains commencent à partir et que peut-être parmi eux, il y en avait qui voulaient le LinkedIn Premium, je vais faire le petit jeu maintenant. Donc, je vous rappelle une chose, LinkedIn Premium, c'est sur LinkedIn un compte un peu spécifique où en fait, on va avoir la capacité être vu par plus de monde. Bon, ça, c'est une chose, mais surtout accéder à de nombreuses confs de learning, accéder à des filtres de recherche intéressants, voilà, accéder à un LinkedIn un peu augmenté et amélioré. Donc, je vous mets le petit questionnaire là. Tous ceux qui ont dit oui quand je vais avoir fait terminer l'enquête, je ferai un petit tirage au sort. Et donc, il y a quelqu'un parmi vous que je recontacterai par email, puisque j'ai vos coordonnées pour dire, bah, voilà, est-ce que ça te va si on commence maintenant? Ça dure 2 mois. On peut vite devenir accro. Moi, j'y suis depuis 1 an comme ça. Et c'est vrai que c'est assez pratique pour pas mal de choses. Donc, j'ai bien noté les 29 personnes où il y aura le petit tirage au sort. Je reviens donc à mes innovations. Une innovation où je suis surpris que ça soit toujours pas présent d'une façon ou d'une autre en France, ou alors j'ai peut-être raté quelque chose. C'est VetGuardian, hein, c'est ces fameux radars Doppler dont je vous ai parlé au CES. C'est-à-dire qu'on met ça en face de la cage et ça va capter par des systèmes de captation de mouvements infimes grâce à des ondes Doppler basse consommation. Ça va capter en fait fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, température également. Et là, il y a même une petite caméra sur le VetGuardian, donc des systèmes de suivi en hospitalisation, y compris possible à mettre à domicile pour certains animaux. Donc, vraiment intéressant. Et je pense que voilà, ça viendra chez nous d'une façon ou d'une autre. Un produit également qui m'a assez impressionné, c'est le Vétigel. Donc, des gels ou des produits qui promettent l'hémostase. Je dirais qu'on en a tous vu passer dans notre carrière une certaine quantité. Donc, bon, il se trouve que moi, en fait, ça s'est passé par hasard, la découverte en détail de ce produit, c'est que j'assistais à une conf, je suis resté à la fin de cette conf-là pour faire des trucs dans un canapé qui était assez confortable. Et en fait, l'autre conf sur le Vétigel a commencé, j'ai quand même levé la tête et regardé un peu. Et effectivement, donc on a ce gel avec une molécule végétale dedans qui va pouvoir être mis là. Voilà, on a l'extraction dentaire qui, en général, ça saigne vraiment beaucoup. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça se déploie un peu comme une mousse. Il le laisse en place quelques minutes et après, il le retire. Et contrairement à beaucoup de produits, quand on retire, ça fait sauter la coagulation, ça ne ressaigne pas. Je ne sais pas exactement comment ça marche et j'espère que ça va pouvoir arriver par chez nous parce que pour certaines choses, des ponctions du foie, il montrait aussi voilà, des choses qui saignent vraiment beaucoup. La vidéo démo pendant la conf était carrément une ponction de jugulaire de cochon, donc quelque chose où il y a du débit en plus, et ils ont mis la mousse dessus, c'était nickel chrome, ça a été refermé, et après, quand ils l'ont retiré, ça n'a pas renseigné. Assez épaté par ce produit. Quelques autres petits produits comme ça, qui ne sont pas forcément des énormes révolutions, mais intéressants à suivre. Le Vetmédin, qui a été annoncé en ouverture par Boehringer, qui est un des gros acteurs du VMX. Vetmédin sous forme liquide, qui est annoncé. Des tests génétiques chez le chat par roi et canin, donc assez intéressant là aussi dans cette idée de médecine prédictive, préventive qui arrive. Et puis le Panoquel, toujours dans la lignée des anticorps monoclonaux, et cette fois-ci avec ciblage spécifique sur la pancréatite chez le chien. Donc assez intéressant parce que voilà,
une pathologie qui peut parfois poser problème par son côté aigu et qu'on peut mal maîtriser. Donc là, on a des taux de survie et de récup qui sont bien meilleurs avec ce genre de produit. J'en arrive sur la fin, parce que je vois que j'ai un petit peu débordé fatalement. Quelques petites photos parce que c'était encore plus marquant cette année, peut-être. Voilà, le VMX, c'est grand, c'est aussi une fête. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs chiens, des chiens qui sont souvent bien équipés. Alors, je ne vous ai pas mis, il y avait aussi des poneys à un moment. En fait, il n'y avait pas d'éléphant, hein, contrairement à ce que certains ont pu croire. Je dis ça par allusion et blague, puisque pour ceux qui étaient dans le groupe WhatsApp et même sur les réseaux sociaux, je vous ai diffusé une photo d'éléphant dans les allées du VMX. Et en fait, c'était construit avec l'IA générative Sora, qui était disponible pendant le temps où j'étais aux États-Unis. Et donc voilà, il n'y avait pas d'éléphant, mais il y avait ces petits chiens bien sympas. Beaucoup de chiens de service. Hein, on voit Therapy Dog là, sur le Golden Retriever. Donc, ça se fait beaucoup là-bas, c'est-à-dire voilà, des gens où il a été admis par du personnel médical que c'était leur faire du bien qu'ils aient un chien. Et donc, c'est des chiens de service et donc, eux, ils ont le droit d'aller un petit peu partout. Il y avait aussi ce petit bulldog très mignon qui assistait à une conf. C'était marrant. À un moment, je passe, puis je vois la dame qui était assise, puis à côté d'elle, il y avait le chien qui était sur le siège. Donc, voilà, c'était assez intéressant de ce côté-là. L'autre point, peut-être, qui m'a le plus frappé et que je voudrais retenir, c'est à quel point la technologie change la donne d'un point de vue académique. Et j'avoue, inquiétude, c'est peut-être un bien grand mot, mais je vais une fois par an en école vétérinaire à Nantes faire un peu une après-midi d'ouverture au numérique et je constate pas une évolution de fou en fait. Et à côté de ça, l'extérieur évolue parfois très vite, très fort. Euh, donc pour ceux qui sont moins médecins dans le public, vous m'excuserez par avance, mais nous, on sait à peu près lire ce qui se passe sur la gauche de l'écran. C'est-à-dire que c'est teinté avec des colorations qu'on a tous appris à l'école, qu'on a l'habitude de lire, qu'on comprend. En fait, c'est en 2D, donc on sait s'y retrouver avec ça si on nous met sous le nez, même quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, on devine à peu près la logique de la chose. Quand la technologie bouleverse et transforme, comme c'est le cas par exemple là encore IDEX, hein, avec le InView qui va arriver dans les mois qui viennent en France, qui lui, au lieu de mettre les cellules à plat sur une lame, va les mettre en suspension et les scanner avec des lasers pour les reconstituer en 3D. Donc ça, c'est déjà une chose. Moi, analyser des cellules en 3D, je ne sais pas super bien faire ça. En tout cas, on ne me l'a pas appris. Donc, il va falloir que je l'apprenne. Et en plus, il va y avoir des colorations de fluo qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on a sur les autres choses. Ça veut dire voilà, un changement de façon de lire certaines choses qui sont majeures. Hein, les lectures de l'âme, je ne dis pas qu'on en fait tous les jours, mais si, quasi presque en fait. Donc c'est le quotidien. Donc quand la techno arrive et fait un saut, qui est pour du bon, hein, parce que on va avoir des meilleurs résultats avec ça, des meilleures capacités diagnostiques. Mais c'est vrai que c'est pas si simple pour les praticiens déjà en exercice et même pour ceux qui sont encore en école. Parce que j'espère, mais je ne suis pas certain du tout qu'ils soient exposés à ça. Ça change la donne visuellement, ça change la donne au niveau capacité d'interprétation des résultats. Et ça veut dire que ça nous emmène vers un truc où on va être obligé de faire super confiance à la machine, peut-être trop, en tout cas avec des difficultés d'esprit critique, parce qu'en gros, comme on ne saura pas lire ça, quand elle va nous dire c'est ça, on va dire je te crois en gros. Et donc ça, c'est quand même un gros changement par rapport à comment on a pu fonctionner en médecine vétérinaire depuis des décennies. Donc, à suivre, parce que ça va continuer, il va y avoir d'autres ruptures comme ça, mais c'est quelque chose un peu perturbant. Pour conclure, voilà, s'il faut retenir 3 points, marché prudent, très très net cette année hein, quand même, avec des recherches de solutions pour essayer de corriger ça. Disruption avec, voilà, je pense le cancer des X-Didex qui est vraiment quelque chose de assez bluffant dans le côté changement. Et puis accélération, la techno vraiment de plus en plus partout. Le VMX, c'était déjà la première fois où j'y étais en 2020, c'était déjà assez frappant comment la technologie était très présente dans l'expo commerciale et même dans les conférences. Et c'est encore plus vrai maintenant. Voilà, ils en faisaient même des blagues où il y avait des speakers qui montaient en disant je ne vais pas pouvoir vous parler d'intelligence artificielle, ce qui était aussi malgré tout une façon d'en parler. Donc voilà, c'est les 3 points peut-être à retenir. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour ce congrès, parce que c'est en repartant, je me suis dit c'est compliqué d'envisager de ne pas y aller l'année prochaine, donc à suivre, mais c'est vrai que
que ce soit le CES ou le VMX, il est plus que probable que si ça vous a intéressé, vous soyez devant un retour du VMX ou du CES 2026 en janvier et février prochain. Pour rappel, hein, le groupe WhatsApp, je vais reprendre les questions là, on va s'y mettre parce que j'ai vu et profitez-en pour en poser si vous voulez. Je vous mets le groupe WhatsApp ici et puis petit rappel aussi, voilà, pour les gens que ça pourrait intéresser. Là, je vous ai fait une vision rapide, vous avez vu, hein, ça passe vite et voilà, un peu. C'est des petits morceaux, on va dire, mais il y a la possibilité de dire des choses plus complexes et plus complètes pour ceux qui pourraient le souhaiter, comme je le fais pour certains. Donc, on va remonter aux questions. J'en ai vu passer pas mal et il y en a certaines où je pense que j'aurai la capacité à répondre, d'autres peut-être pas. En particulier les questions de Vincent Daté, mais je te redirai ça, je pense que ça doit traîner dans certains coins. Tac, 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 tac. J'essaie de remonter à la première question. Alors, Émilie qui me parlait de l'AMVQ, donc, qui est l'AVAC du Québec. Alors, non, je n'y ai encore jamais été. J'aimerais bien un jour, parce que c'est vrai que voir comment se passent les événements professionnels étrangers, c'est intéressant. Voilà, il y a toujours cet obstacle de l'avion qui me rend pas très à l'aise. Alors, j'y vais une fois par an, mais à moins que, faudrait que je regarde si la MVQ était dans la suite du VMX, pourquoi pas aller faire les deux et rester un peu par là-bas en balade en train. Vincent, tu me demandais le nombre d'équivalents temps plein par clinique vétérinaire. Je ne sais pas. Je sais que c'est plus que chez nous, mais je ne sais pas. Je vais essayer. Nicolas, tu nous parlais de crédit, effectivement. Rémi, tu nous disais, s'il y a moins de consultations chez chaton et autres, est-ce que le gain de temps est si crucial? Alors, oui, pour plusieurs raisons. Si je comprends bien ta question, c'est de dire, bon, ça va, ils ont moins de monde qui vient et donc ils n'ont pas forcément besoin de gains de temps importants. Le premier point, c'est qu'ils sont vraiment beaucoup plus dans la mouise que chez nous. Donc, ils ont vraiment très, très, très peu de temps. Donc, tout ce qui peut être gagné est gagné. Et ensuite, cette baisse du nombre de consultations, ils n'ont pas la volonté à ce que ce soit pérenne, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que c'est dangereux, mais je pense qu'ils ont raison de trouver ça dangereux. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de gagner du temps et pour préparer le fait que ça puisse repartir, quoi. Vincent, tu nous parles ensuite de présentation sur le Yad Management, c'est-à-dire des pour parler à tout le monde, des consultations qui pourraient être plus ou moins chères en fonction de l'heure ou après certains horaires. Je n'ai pas vu de sujet de compte sur ça, sinon j'y serais allé, je pense, parce que c'est effectivement intéressant. Je sais que ça se pratique par chez eux, mais je n'ai pas plus de détails que ça. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas de conf là-dessus, et je dirais que quelque part, ça va aussi dans l'optique d'essayer de faire en sorte de se rabibocher avec les clients. Donc, je ne sais pas comment serait pris, même si culturellement chez eux, ce serait probablement moins mal pris que chez nous, le fait de dire, bon, voilà, vous venez à une heure où tout le monde veut venir, donc c'est plus cher, voire même notablement plus cher. Donc, je pense que c'est aussi pour ça peut-être que ça n'a pas été mis en place. Je suis en train de voir, j'irai voir le lien que tu m'as transmis, Tammy, tout à l'heure. Je vois s'il y a d'autres questions. Il y a des merci, donc merci pour les merci. Ça fait plaisir. Des pour les moulins. Tac. Oui, Nicolas qui dit Digital n'était pas intéressé par le marché français. Donc, pour revenir sur Digital, le logiciel métier, je ne pense pas effectivement. Alors, Digital n'est pas intéressé par le marché français. Mais on a regardé la carte ensemble avec eux et il y a quelqu'un qui utilise Digital en France, mais il ne savait pas m'en dire plus ou il ne voulait pas m'en dire plus. Je pense que la difficulté, c'est que d'abord, ils ont bien assez à faire dans leur marché à eux. Donc, pourquoi aller faire les Français? Ensuite, est-ce que les vétos français sont prêts à payer plusieurs centaines de dollars ou d'euros, on va dire c'est pareil, pour avoir un logiciel de compète? Certains, oui, mais clairement pas beaucoup. Donc, ça oblige quand même à déployer. Et ensuite, je pense qu'il y aurait à nouveau, on en vient aux problématiques de régulation, des problématiques de
comment dire, de régulation. Hein. Voilà, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas trop notre métier, il y a des notions de certification, en particulier pour tout ce qui est la partie financière des logiciels métiers, qui sont assez complexes et assez lourdes, et je suis quasi certain qu'aucun logiciel américain n'est certifié pour ce genre de choses, et est-ce qu'ils ont la volonté de le faire? Donc tu vois, voilà, en gros, pour répondre à ta question, Nicolas, je viendrai pas non plus, en tout cas pas tout de suite, j'attendrai d'avoir fait tous les US, tout l'Angleterre avant de venir. Alors, Fab Astro qui pose une question très généraliste. Je finis sur Digital et d'autres logiciels. Je sais qu'il y avait des interlocuteurs du marché français qui étaient sur place et qui ont la velléité de tester ces logiciels, certains de ces logiciels, dont Digital, pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner en France. Voilà. Après, je pense que peut-être en passant par des groupes de cliniques, ça aurait du sens, parce que ça voudrait dire d'utiliser partout, et avec aussi une capacité à y voir le retour sur investissement, mais c'est tout. Donc, Fab Astro qui nous met, pensez-vous que l'intelligence artificielle pourrait éradiquer le cancer? Large question. Éradiquer, je ne suis pas sûr, mais par contre, que certains outils technologiques, dont l'intelligence artificielle, mais pas que, là, chez IDEX, a priori, je n'ai peut-être pas toutes les infos, c'était très nouveau, j'ai posé des questions et voilà, ils disent que ce qu'ils veulent bien dire. Je ne crois pas qu'il soit question d'intelligence artificielle pour le cancer des X, il est plutôt question de biomarqueurs spécifiques. Donc après, voilà, oui, l'intelligence artificielle permet de dépister certaines maladies plus précocement, donc ça, de ce côté-là, sans souci. Bonne question, Greg, qui me demande s'il y a des mouvements de marche arrière sur l'augmentation des prix des actes ou juste cette notion de choix thérapeutique dégradé, donc de spectrum of care. Je n'ai pas entendu parler de... Il y en a peut-être, hein, des mouvements de baisse de prix, mais je n'en ai pas entendu parler dans les confs, ni dans les discussions, ni dans les tables rondes. Enfin, j'ai entendu personne dire « et si on baissait nos prix ?» parce que je pense qu'ils sont coincés, en fait, tout simplement. La pénurie de RH fait que tu as les charges de personnel qui sont au max, donc ils ne peuvent pas baisser ça, alors c'est le point clé. Il y a le développement de nombreux services, donc en tout cas, ça n'a pas du tout été évoqué, et d'où le fait de plutôt parler de choix thérapeutique dégradé ou de spectrum of care. Alors, attendez, je vois Frédéric qui avait la main levée, donc je te laisse mettre dans les choses. Alors, Tani, tu demandes à quel point toutes ces innovations sont-elles vraiment utilisées dans les ESV, donc dans les cliniques, y a-t-il de la casse, un peu beaucoup dans toutes ces sociétés qui lancent des innovations. Alors oui, bien sûr qu'il y a de la casse. Je pense au Scribia, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous je dirais qu'il y a deux comparaisons qu'on pourrait faire chez nous, la prise de rendez-vous en ligne et les boutiques en ligne. Si vous vous souvenez des années 2014, 2015, 2016, je me souviens moi d'un France Vet où j'avais fait le compte et il y avait 15 sociétés de prise de rendez-vous en ligne. Regardez combien il en reste aujourd'hui, quelques-unes, 3, 4, on va dire. Et en fait, là, pour certaines innovations, en particulier ceux qui se copient, il y a Aaron Mascar qui a fait plusieurs confs sur ce sujet. Aaron Mascar, c'est le big boss de l'innovation aux US, très intéressant à entendre parler, qui en général est bien au courant de tout, qui nous a sorti une slide où il y avait les X scribes qu'il connaît et à qui il a posé des questions. Et il a dit, regardez cette liste dans 3 ans, il en reste plus que 2, 3, voilà. Et donc oui, il y a beaucoup de casse parce que il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a certaines innovations effectivement qui vont rester lettres mortes ou parfois parce que c'est trop tôt sur le marché. Je pense là, par exemple, tu vois, la cryoablation, ça a l'air super intéressant. Est-ce que ça va décoller? Je ne sais pas, parce que c'est des tout petits, enfin tout petits, en tout cas, voilà, c'est une petite entreprise. Ils vont se développer peu à peu. Il faut qu'ils trouvent des appuis, il faut qu'ils trouvent un modèle économique aussi. Hein, voilà, là-bas, c'est assez impitoyable là-dessus. Donc oui, parmi les innovations qu'on a pu voir, il y a des choses qui mettront du temps à se développer dans les établissements vétérinaires concrètement. Là, c'est pareil. Tu vois, par exemple, tu prends Titicare, AI for Pet, là, qui, à travers des photos, fait du prédiagnostic. À quel point ce genre de choses qui vient d'une autre culture va pouvoir s'insérer dans les établissements vétérinaires, c'est une vraie question. Donc oui, il y aura de la casse, mais comme toujours dans l'innovation, et quelque part,
C'est normal, ça veut dire que beaucoup de gens auront essayé. Ceux qui cassent moins facilement ou en tout cas qui marchent, alors je vois que Vincent a envoyé, oui voilà, sur la diffusion de l'innovation, effectivement, ça dépend qui prend en premier. Donc oui, oui, il y a des taux d'adoption qui varient. Souvent, en fait, ça c'est adopté rapidement et efficacement quand ça marche vraiment fort et bien, avec un très rapide retour sur investissement. Pour, pour la petite, je reprends ma slide là où je parlais des scribes au tout début sur la notion économique. Cette slide-là avec le côté je gagne 1 heure et demie égale je gagne 1200 $ à la fin de la journée. Ça, voilà, ça c'est pour ça que les scribes ont vite décollé et que ça commence à arriver partout. C'est parce que c'est tout de suite évident que ça fait gagner du temps. Là où il peut y avoir de la casse ou en tout cas des hésitations, c'est quand on ne sait pas trop voilà, qu'est-ce qu'on va y gagner, la commodité peut-être. Mais là, sur le script, c'est tellement évident et tellement pertinent techniquement que c'est pas étonnant que ça ait décollé si vite, quoi. Je pense qu'on arrive un petit peu au bout, donc je vous invite à ah mais Brice, tu dis essayer, c'est adopter, je suis d'accord avec toi, mais tu as vu toutes les on en reparlera à prochaine session Ergon, tu as vu toutes les problématiques légales et réglementaires. Donc je vous invite en tout cas à aller sur le site de Veto Network pour découvrir certaines choses. Je vous remercie de votre présence, vous étiez pas mal nombreux, je crois qu'on a dû monter à 70-75 en live, ce qui est plutôt beaucoup. Le replay arrivera prochainement. Et puis, bah, je vous souhaite un bon après-midi, une bonne reprise et à bientôt. Donc, prochaine fois, ce sera probablement un retour de ce sommet d'innovation à Saint-Louis. Donc, à la prochaine.